prétendez d'être malade et partez maintenant. Les mots vinrent bas et rapides contre l'oreille de Verity Crew, chaud comme l'air doux qui passait par les fenêtres ouvertes, et pendant un instant absurde elle crut que le duc d'Elsmer flirtait avec elle. Puis elle vit son visage et l'instant se brisa. Il ne flirtait pas. C'était un homme grand, soudainement pâle autour de la bouche, ses larges épaules orientées pour se placer entre elle et la porte du salon, et sa main s'était refermée sur le dossier d'une chaise dorée comme si la chaise seule les maintenait tous deux debout. Ayez un malaise, une défaillance, agrippez-vous l'estomac. Peu m'importe lequel. Murmura-t-il, souriant tout le temps vers un point au-dessus de sa tête au cas où quelqu'un regarderait par la vitre. Partez seulement. Maintenant par la porte du jardin et ne laissez pas le valet vous annoncer. Votre grâce, dit Verity, j'ai fait un très long chemin pour mettre une petite boîte entre vos mains, et je ne vais pas tomber en convulsion sur votre tapis pour vous épargner ce que cela est. Ce que cela est, répéta-t-il, et il rit une fois, un son court et désespéré. Madame, vous n'avez aucune idée de ce que c'est. Elle en avait, en fait, une assez bonne idée car Verity Crew gagnait sa vie en remarquant des choses et en disant presque aucune à voix haute. Elle avait remarqué, en étant introduite dans cette longue pièce dorée un quart d'heure auparavant, qu'il y avait 2 tasses disposées pour le thé et une seule chaise rapprochée de l'âtre froid. Une pièce arrangée pour une rencontre qui n'avait pas encore commencé. Elle avait remarqué que le manteau du duc était boutonné de travers d'un seul bouton, l'erreur d'un homme qui s'était habillé à la hâte et avait renvoyé son valet avant que le miroir pût le corriger. Et elle avait remarqué, à l'instant, les roues d'une voiture qui s'immobilisait sur la place en bas, et la façon dont sa tête s'était tournée vers ce bruit comme celle d'un lièvre. « Vous attendez quelqu'un » dit-elle. « J'attends une catastrophe. » Il prit la boîte de velours de ses mains enfin, la boîte de son père, celle qu'elle avait portée enveloppée contre ses côtes tout au long du trajet chaotique depuis Clerkenwell, et il ne la regarda même pas. Il la posa sur le manteau derrière une pendule et se retourna vers elle. Et si près elle pouvait sentir le bois de santal et le léger parfum chaud d'un homme qui avait fait les 100 pas. « Comment vous appelez-vous » ? « Crew. Mademoiselle Verity Crew. Mon père a peint la miniature que votre mère a commandée, et puisqu'il est parti, je l'ai terminée, et je l'ai apportée, et maintenant j'aimerais être payé et partir, ce en quoi je trouve que nous sommes enfin en parfait accord. Ma mère. Il ferma les yeux. Vous venez de la part de ma mère. Je viens d'un atelier qui sent la térébenthine et d'un propriétaire qui sent le gin, votre grâce. Et je suis venu parce que la duchesse douairière d'Elsmer a écrit 3 lettres d'une écriture comme une charge de cavalerie exigeant le portrait de feu son mari avant la fin du mois. Verity inclina la tête. Elle ne mentionnait pas que la livraison exigerait du théâtre. Quelque part en bas, une porte s'ouvrit. Une voix porta dans l'escalier. Une voix de femme, riche et posée et entièrement habituée à être obéie, disant quelque chose à un domestique à propos de la chaleur et des fenêtres et de si son grâce était à la maison. Tout le corps du duc changea. Verity, qui avait passé 10 ans à regarder les sujets de son père composer leur visage pour la postérité, n'avait jamais vu un visage se composer aussi vite par-dessus autant de choses. Le désespoir alla quelque part en dessous. Ce qui monta par-dessus fut du charme, facile, doré, ruineux, le sourire d'un homme qui s'est frayé un chemin hors de chaque pièce dans laquelle il avait été acculé. « Mademoiselle Crew, dit-il, portez maintenant pour être entendu, vous êtes trop aimable d'attendre. » Banks vous verra dans 5 minutes, dit Verity. Je vous demande pardon ? Vous avez chuchoté que je devais prétendre être malade et partir. Et c'était il y a moins d'1 minute, et votre mère est déjà dans l'escalier. Je ne peux pas atteindre une porte de jardin que je n'ai jamais vue en passant devant un valet qui a mon châle en 5 minutes encore moins en 1. Donc elle croisa ses mains gantées. J'ai bien peur que nous soyons tous les deux obligés de rester ici et d'être surpris. Pendant une seconde il la regarda avec quelque chose qui ressemblait presque à du respect, puis la porte du salon s'ouvrit et les 5 minutes étaient écoulées et la duchesse douairière d'Elsmer entra. C'était une belle femme d'environ 50 ans, bâtie sur les mêmes lignes généreuses que son fils avec du fil d'argent dans ses cheveux sombres et un visage qui avait clairement été d'une grande beauté et avait décidé de ne pas s'excuser des années depuis. Elle portait de la soie lavande malgré la chaleur. Et elle entra dans la pièce avec l'élan serein d'une frégate sous pleine voile avant de voir que son fils n'était pas seul. Elle s'arrêta. Son regard alla vers Verity. Il voyagea, rapide et complet, du simple chapeau de paille de Verity jusqu'à ses gants tachés d'encre jusqu'à l'ourlet de sa robe grise qui avait été belle 4 étés auparavant et avait été retournée 2 fois depuis. C'était le regard d'une femme qui évalue une chose qu'elle ne s'attendait pas à trouver dans son salon.
Et Verity sentit son menton se redresser de lui-même, le vieux réflexe des pauvres et des fiers. Tristan, dit la duchesse douairière. Maman, la voix du duc était une merveille de chaleur. Vous êtes en avance. Je suis exactement à l'heure. Vous avez dit 3 heures. Ses yeux n'avaient pas quitté Verity. Je vois que vous avez déjà commencé sans moi. Commencé? Inutile d'avoir l'air si effrayé, mon cher garçon. Je suis ravi. La douairière traversa la pièce et sa voix fit quelque chose de remarquable. Elle s'adoucit. Elle se réchauffa. Elle s'ouvrit comme une main. J'avais tout à fait résigné l'idée d'attendre jusqu'au dîner. Et la voilà dans mon propre salon, brave fille, par cette chaleur affreuse. Elle s'arrêta devant Verity et la regarda. Et il y avait, étonnamment, des larmes brillantes dans ses yeux sombres. Vous êtes venu. Il jurait que vous ne le feriez pas, que vous chérissiez votre vie privée au-dessus de tout désir de ma part. Et vous voilà. Verity se tint très immobile. Il se passait quelque chose qu'elle ne comprenait pas, et toute une vie passée à se tenir dans les grandes maisons des autres lui avait appris que la chose la plus dangereuse qu'elle pût faire était de parler avant de comprendre. Votre grâce, parvint-elle à dire. Rien de tout cela. La douairière prit le gant taché de Verity dans ses 2 mains à bague et le pressa. Et sa prise était chaude et étonnamment forte. Vous m'appellerez maman assez tôt, j'espère, bien que je ne vous presse pas. Tristan m'a dit si peu de choses. C'est méchant de sa part de vous garder pour lui toutes ces semaines. Mais il m'en a dit assez. Par-dessus la tête argentée de la douairière, Verity rencontra les yeux du duc. Elle n'avait jamais de sa vie vu un homme si silencieusement, si complètement, si magnifiquement consterné. Il était devenu pâle de nouveau sous le charme, et sa main avait trouvé sa bague chevalière et la tournait en rond autour de son doigt. Et il regardait Verity avec l'horreur particulière d'un homme qui regarde un feu atteindre la poudre. Toutes ces semaines, pensa Verity, il m'en a dit assez. Et elle comprit, tout à la fois et bien trop tard, exactement ce que c'était. Il m'a dit, continua la douairière, entraînant Verity vers l'âtre froid et la chaise rapprochée comme si elle était quelque chose de précieux qui devait être assis immédiatement, que vous êtes intelligente. Et que vous n'êtes pas du grand monde. Et que vous ne l'auriez pas pour son titre. Ce qui, ma chère, est la seule recommandation au monde dont j'ai besoin. Car j'ai épousé son père pour une tabatière et une façon qu'il avait de rire. Et jamais pour Elsmer. Quoi que les commères de cette ville puissent vous dire. Elle fit asseoir Verity dans le fauteuil. J'ai voulu rencontrer la femme que mon fils a l'intention d'épouser depuis 2 mois. Et il vous a caché comme un secret coupable. Le mot épouser atterrit dans la pièce et y resta. Les mains de Verity étaient tout à fait froides à l'intérieur de ses gants abîmés. Elle regarda les 2 tasses disposées. 2. Elle les avait comptées. Une pièce arrangée pour une rencontre. Et elle comprit que la rencontre n'avait jamais été le duc et sa mère du tout. La douairière était venue rencontrer une femme. Une femme particulière. La femme que son fils avait inventée pour empêcher sa mère de le marier. Et avait décrite, imbécile qu'il était, comme intelligente et pauvre et indifférente à son rang. Comme s'il avait tendu la main dans un salon qu'il n'avait pas encore pénétré et avait esquissé, sans le savoir, la forme exacte de Verity Crew. Maman. Dit le duc. Un mot. Dans un moment. Maintenant, je pense. Tristan. La douairière ne se retourna pas. Ses yeux étaient sur Verity. Doux et brillant et terrible. J'ai attendu 2 mois. Vous ne me refuserez pas 2 minutes de plus. Asseyez-vous. Sonnez pour un thé frais. Et laissez-moi la regarder. Il s'assit. Verity regarda le duc se plier dans un fauteuil qu'il ne souhaitait manifestement pas occuper. Dans une pièce dont il souhaitait manifestement s'enfuir. Parce que sa mère le lui avait dit. Et malgré tout. Malgré le piège qui refermait ses dents brillantes autour de sa cheville. Une partie sèche et déloyale d'elle-même voulait rire. Elle ne rit pas. Elle avait appris depuis longtemps ce que le rire coûtait quand on ne pouvait pas se permettre les conséquences. Je ne sais pas comment vous appeler. Dit la douairière à Verity, doucement. Il n'a pas voulu me donner votre nom. Voulez-vous me le donner vous-même? Et voilà, le précipice avec toute la chute visible en dessous. Un seul mot suffirait à y mettre fin. Il vous a inventé, votre grâce.
Je suis la fille d'un peintre venu livrer une boîte et être payé 8 guinées. Et votre fils n'a jamais courtisé personne de toute sa vie sinon l'esquive de vous. Un seul mot et le duc serait exposé comme menteur devant sa mère et Verity serait exposée comme une jeune femme trouvée seule avec un duc qui n'avait aucun droit sur elle. Et une jeune femme ainsi trouvée ne rentrait pas à Clerkenwell chez son propriétaire et dans le commerce refroidissant de son père avec son nom intact. Elle rentrait ruinée. Et la ruine pour une femme qui vivait de ses mains et de sa réputation à la fois n'était pas un mot romantique. C'était une porte fermée et une autre jusqu'à ce qu'il ne restât plus de porte. Elle regarda le duc. Il la regardait avec une franche terreur, oui. Mais sous la terreur, pour la première fois, elle le vit demander. Pas ordonner. Pas chuchoter des ordres contre son oreille. Demandez, s'il vous plaît. Le mot le plus coûteux qu'un homme fier possède, dépensé en silence à travers un âtre froid vers une étrangère. Crew, s'entendit dire Verity. Verity Crew. Verity, la douairière le goûta comme du vin. Vérité, oh, c'est bien. C'est très bien. Un homme qui a passé sa vie parmi les flatteurs devrait épouser la vérité et en avoir fini. Elle rit, ravie, et pressa à nouveau la main de Verity. Vous me faites peur. Vous n'en avez pas besoin. Je ne suis qu'une vieille femme ennuyeuse qui veut voir son fils installé avant que les feuilles tombent et qui a eu l'âme malade à l'idée qu'il choisirait quelque créature peintrelée du marché matrimonial qui voudrait ses maisons et non son cœur. Et à la place il a choisi ceci. Son regard balaya Verity une fois de plus. Le chapeau, les gants, l'ourlet retourné, et cette fois il n'y avait plus aucune évaluation dans ce regard. Seulement une tendresse féroce et effrayante. Une fille qui a traversé la moitié de Londres par cette chaleur pour mettre entre ses mains et ne rien demander pour elle-même. Je pourrais pleurer. Elle pleurait en fait, juste un peu, avec une grande dignité, tamponnant avec un mouchoir de lavande. Verity était assise le dos droit et ses gants abîmés croisés et son cœur battant comme une montre remontée trop fort et elle pensait, j'ai dit un mensonge, le plus petit mensonge du monde, mon propre vrai nom, et je ne pourrai jamais le reprendre. Maintenant, dit la duchesse douairière, à nouveau brève, restaurée, rangeant le mouchoir. Vous dînerez tous les deux ici jeudi. En famille seulement. Ma sœur Augusta, qui est empoisonnée mais doit être gérée, et la fille d'Audrey, que j'avais destinée à vous, Tristan, et à qui l'on doit dire gentiment et immédiatement avant que toute la ville ne le fasse cruellement. Lady Sibyl est une douce enfant et la seule fille du marquis de Dondray et elle ne mérite pas d'apprendre qu'elle a été éconduite par une colonne de ragots. Elle se leva. Verity s'assoira à ma droite. Verity, vous porterez quelque chose que je vous enverrai et vous ne discuterez pas. Car j'ai enterré un mari et élevé un fils impossible et je ne me laisserai pas contredire par une fille que j'aime déjà. Tristan, raccompagnez-la à sa voiture. Elle n'a pas de voiture, dit le duc, faiblement. Alors raccompagnez-la à la mienne. La douairière balaya vers la porte, toute lavande et victoire, et s'arrêta la main sur le montant, et regarda en arrière les deux avec un sourire qui ôtait 10 ans de son visage. Je suis si heureuse, dit-elle simplement. Vous ne pouvez pas savoir. Jeudi, et elle était partie, et ses pas s'en allaient dans l'escalier, et quelque part en bas une porte se ferma, et la longue pièce dorée fut soudainement d'un silence retentissant, à l'exception de la pendule sur le manteau, derrière laquelle une boîte de velours reposait encore, oubliée, tenant le visage d'un homme dont 8 guinées ne pouvaient plus être payées par la joie distraite de sa veuve. Le duc laissa retomber sa tête contre le fauteuil et fixa le plafond. Alors, dit-il. Non, dit Verity. Pas alors. Rien dans tout cela n'est bien. Vous allez la rejoindre à l'instant et lui dire la vérité. Je ne peux pas. Vous pouvez. C'est la chose la plus facile du monde. Ouvrez la bouche et dites, maman, j'ai menti. Il n'existe pas de telle femme. Je l'ai inventée parce que vous vouliez me marier à Lady Sibyl, et j'aurais préféré être pendue à, elle s'arrêta avant les pires mots. Parce que vous ne vouliez pas vous marier là où on vous le disait. Ce n'est pas une raison noble, mais c'est une raison honnête, et un duc honnête est toujours un duc. Personne ne vous mettra à la porte. Il ramena sa tête et la regarda, et le charme avait disparu, et le désespoir avait disparu, et ce qui restait était quelque chose de plus calme et bien plus dangereux pour sa sérénité. Un homme simplement fatigué et honteux et sans plus de place pour manœuvrer. Vous l'avez entendu, dit-il. Vous avez entendu ce qu'elle a dit. Qu'elle avait l'âme malade, mademoiselle Crowe. Ma mère n'a pas parlé d'être heureuse depuis 3 ans.
Pas depuis que mon père nous a été emportés au printemps, et qu'elle a mis ses habits de deuil et a tout arrêté, tout arrêté. La musique, les dîners, les visites. J'ai inventé votre existence pour acheter une seule saison de paix sur ses projets de mariage. Je ne savais pas qu'elle allait, sa voix s'étrangla et il la maîtrisa. Et son pouce tourna à nouveau autour de sa bague chevalière. Je ne savais pas qu'elle tomberait amoureuse de vous à travers une pièce en 90 secondes. Si je lui dis maintenant que vous n'existez pas, je ne confesse pas seulement un mensonge. Je lui reprends la chose. Je la remets dans ses habits de deuil de mes propres mains. Verity ouvrit la bouche et trouva pour une fois dans sa vie de témoin attentif qu'elle n'avait rien de prêt à dire. Je vous paierai. Il continua, bas et rapide, se penchant en avant maintenant, les mots se bousculant comme si en parlant assez vite il pouvait devancer la honte. Quelle que soit la valeur de la miniature de votre père, 10 fois plus. 20. Vous êtes venu pour 8 guinées. Je vous en réglerai 8 cents et une recommandation et un cotage n'importe où en Angleterre qu'il vous plaira. Seulement, il s'arrêta. Il regarda ses propres mains. Laissez-la avoir jusqu'à ce que les feuilles tombent. Laissez-la être heureuse jusqu'à l'automne. Et puis nous nous disputerons, vous et moi, très publiquement et très définitivement. Et c'est vous qui me quitterez. Vous, pas moi. Afin que la faute soit mienne et que votre nom reste propre. Et vous disparaîtrez avec vos 800 livres et ne penserez plus jamais à Ellesmere. 3 mois. C'est tout ce que je demande. 3 mois à laisser une femme en deuil croire que son fils est aimé. La pendule tiqua. Par la fenêtre ouverte arriva le cri d'un rémouleur travaillant la place en dessous et l'odeur de pierre chaude et de cheval et légèrement de lavande là où la douairière était passée. Verity Crew regarda la boîte oubliée derrière la pendule, le dernier travail de la main défaillante de son père qu'elle avait porté enveloppé contre ses côtes à travers la moitié de Londres pour 8 guinées qu'elle ne serait maintenant jamais payée, et elle regarda l'homme aux larges épaules, ruiné, demandant en face d'elle. Et elle s'entendit, contre chaque instinct durement acquis qu'elle possédait, commencer à dire quelque chose dont il n'y aurait aucun retour possible. 3 mois, dit Verity. Le mot quitta sa bouche et elle le sentit partir, comme elle avait un jour regardé une pièce glisser entre 2 planches dans l'atelier de son père et su, même pendant sa chute, qu'il n'y aurait aucun moyen de la récupérer. Elle l'avait dit. Elle entendit la pendule mesurer le silence qui suivit. Le duc leva la tête. Vous acceptez? Je n'ai pas dit ce à quoi j'acceptais. Elle se leva du fauteuil dans lequel il avait été ordonné de la faire asseoir, parce qu'elle n'aurait pas cette conversation en levant les yeux vers quiconque, et traversa jusqu'à l'âtre froid et se tint là où sa mère s'était tenue. Le marbre était chaud sous sa main gantée du soleil doux entrant à plat par les longues fenêtres. Asseyez-vous, votre grâce. Vous vous imposez, et un homme s'impose mal quand il demande une faveur. Il s'assit. Il le fit sans réfléchir, et elle le regarda remarquer qu'il l'avait fait, et sa bouche se tordit d'un côté en quelque chose qui n'était pas tout à fait un sourire. Vous vous permettez beaucoup avec les meubles d'un duc. J'ai fréquenté de meilleures pièces que celle-ci et y ai été moins bien payé qu'on me le devait, alors vous me pardonnerez si votre culpabilité ne m'intimide pas comme elle le devrait. Verity ôta un gant abîmé, doigt par doigt, et le posa en travers de sa paume. L'encre aux coutures avait 3 jours, la couleur que son père appelait noir de lampe et regret. Voici mes conditions, et ce ne sont pas celles que vous avez proposées. Je ne veux pas 800 livres. Cela l'arrêta. Il se figea dans le fauteuil, portant maintenant le visage d'un homme qui a appris que les gens qui refusent l'argent veulent généralement quelque chose de plus cher. Tout le monde veut 800 livres. Je veux 100 livres payés maintenant au titre de la miniature que votre mère a commandée, qui lui appartient et qu'elle n'a pas encore vue et qui est la seule chose honnête dans cette pièce. Elle fit un signe de tête vers la pendule, vers la boîte de velours cachée derrière elle. C'est le dernier travail de mon père. Il a terminé le sous-couche et sa main l'a trahi avant les glacis et je me suis assise à son coude pendant le dernier mois à apprendre à être lui afin que la duchesse douairière ait le visage de son mari et non celui d'un étranger. Cela vaut 100 livres. Je serai payé pour cela comme un commerçant est payé, ouvertement. Et vous n'en ferez pas une partie de votre marché parce que le moment où le travail de mon père devient un pot de vin, je dois l'inclure dans le mensonge. Et je trouve, sa voix fit quelque chose d'inattendu et elle la stabilisa. Je trouve que je ne suis pas prête à faire cela. Pas avec ce qui reste de lui. La pièce était silencieuse. En dessous, la roue du rémouleur s'était arrêtée. Quelque part un cheval piaffa et une chaîne sonna contre un trottoir. Convenu, dit-il,
les 100 livres sont séparés pour la miniature sur mon honneur, tel qu'il est. Alors nous pourrons discuter du reste. Elle revint et s'assit, composée, parce que maintenant elle négociait et cela elle pouvait le faire dans son sommeil. Pour les 3 mois j'aurai besoin d'un revenu qui n'en est pas l'air. Votre mère me vêtira, vous avez dit, laissez-la. Mais je garde mes propres chambres à Clerkenwell, je garde ouvert le commerce de mon père et je ne suis jamais, en aucune circonstance, seul avec vous derrière une porte fermée parce que la seule chose qui mette fin à cela plus vite que la vérité c'est l'apparence d'un mensonge différent. Vous me comprenez? Vous protégez votre nom. Je protège la seule chose que je possède en propre. Elle soutint son regard. Vous pouvez rompre des fiançailles, votre grâce, et le monde vous appelle un coquin et vous paye un verre. Moi je les romps et le monde m'appelle ce qu'il appelle les femmes de mon espèce, et ensuite il cesse d'acheter mes miniatures. Donc, quand cela finit de la façon dont vous avez promis. C'est moi qui vous quitte publiquement pour cause et je pars avec ma réputation plus brillante qu'à mon arrivée. Vous m'aiderez à en construire les raisons maintenant, discrètement, afin qu'elles soient là à trouver quand nous en aurons besoin. Un homme qui est froid, un homme qui est hautain. Elle inclina la tête. Je ne pense pas, en toute franchise, que cela exigera beaucoup d'invention. Pendant un moment, il ne fit que la regarder. Puis il rit, le vrai, pensa T.L., pas le doré qu'il gardait pour les entrées, court et ruiné et surpris en lui. Vous y avez pensé bien plus minutieusement que moi, et j'ai eu 2 mois. Vous avez eu 2 mois pour profiter d'un mensonge. J'ai eu 4 minutes pour en hériter. La terreur concentre l'esprit. Elle remit son gant. Nous sommes d'accord? Il se leva et traversa jusqu'à elle et lui tendit la main comme un homme le fait à un autre homme en concluant un contrat sur des chevaux ou du charbon. Ce n'était pas ce qu'un duc faisait à la fille d'un peintre. Elle regarda la main large un moment, sa largeur, le vieux cal de peinture pâle sur une phalange qui n'avait rien à faire sur un gentleman et qu'elle garda en mémoire pour s'interroger dessus plus tard. Et puis elle la prit. Tristan Verelst, dit-il. Puisque vous êtes fiancé à moi, vous ferez mieux d'avoir le nom. Verity Crew, mais vous l'avez déjà volé. Je ne l'ai pas volé. Son pouce passa une fois sur sa bague chevalière, cette histoire à elle qu'elle avait déjà apprise. Vous le lui avez donné. Je vais passer une bonne partie des 3 prochains mois à me demander pourquoi. Elle aussi. Mais témoin attentif qu'elle était, elle avait depuis longtemps adopté la règle de ne jamais répondre à une question dont elle ne faisait pas encore confiance à sa propre réponse. Et elle inclina donc seulement la tête et le laissa sonner Banks et descendit jusqu'à la voiture de la duchesse douairière avec 100 livres promis et 100 mensonges attendant de naître. La voiture était laquée d'un noir bleu profond comme l'aile d'un scarabée avec les armes d'Elsmer, petite et dorée sur la portière, et elle sentait le cuir réchauffé toute la journée au soleil et dessous l'eau de lavande que portait la douairière. Un valet empoudré d'Averity a monté comme si elle était faite de verre soufflé. Elle s'assit très droite contre des coussins plus doux que son propre lit et regarda Londres défiler par la fenêtre. Le brillant de Mayfair cédant progressivement à la brique plus simple des rues qu'elle connaissait. Les auvents déployés contre la chaleur. Les femmes s'éventant sur leurs portes. Un chien endormi dans la seule ombre de la route de Théobald. Ce fut le chien qui le fit. Un garçon qu'elle connaissait à moitié, le fils du chandelier de sa propre cour, traversait derrière le chien avec une palanche de bidon et il leva les yeux vers le grand carrosse comme chaque âme le regardait, distraitement. Et puis il vit son visage à la fenêtre et sa bouche s'ouvrit et les bidons se balancèrent et il s'immobilisa sur la route à regarder après une fille de peintre être reconduite chez elle comme une duchesse. Verity se recula hors du cadre mais c'était trop tard et elle savait que c'était trop tard. Et elle pensa avec la clarté froide qu'il avait gardée nourrie pendant 10 ans, d'ici ce soir, toute ma cour saura que mademoiselle Crew est rentrée dans une voiture couronnée. D'ici demain, ils auront inventé le reste. Le mensonge marche déjà, et il n'a même pas encore mis ses bottes. Elle fit arrêter la voiture au coin, pas à la porte, un dernier fragment de discrétion qui n'abusait personne, et marcha les derniers pavés jusqu'à l'atelier au-dessus de la boutique du marchand de couleurs, et se laissa entrer dans l'odeur de térébenthine et d'huile de lin, et la poussière particulière de pigments broyés qui était l'odeur de toute sa vie. Le chevalet de son père se dressait vide près de la fenêtre nord, là où la lumière était vraie. Elle n'avait pas encore pu le déplacer. Il y avait une lettre glissée sous la porte, du papier épais, un blason pressé dans de la cire de lavande, une écriture comme une charge de cavalerie. Ma chère enfant, la douairière avait écrit avant même que sa voiture n'eût ramené Verity chez elle. J'ai envoyé madame Lisette à vous jeudi matin. N'en ayez pas peur.
Elle est française et donc tragique, mais elle me couvre à merveille. Vous porterez le céladon pour le dîner. C'est la couleur des choses nouvelles, et je ne me laisserai pas contredire. Aveu. Et puis, en dessous, plus petit, la charge de cavalerie devenue soudainement hésitante, je n'ai pas dormi aussi bien depuis 3 ans que je dormirai ce soir. Merci d'être réel. Maman. Verity s'assit sur le tabouret du chevalet vide de son père, avec la lettre sur les genoux, et l'ordre céladon vers qu'elle contenait, et le mot réel sous son pouce. Et pendant un long moment elle ne bougea pas du tout. Dehors, la chaleur pressait. Une mouche s'affairait à la fenêtre. Quelque part en dessous, le marchand de couleurs broyait quelque chose, et le lent grincement de la pierre sur la pierre montait à travers les planches comme le son d'une chose qui s'use. Jeudi arriva chaud et blanc. Madame Lisette arriva à 9h, tragique comme promis, et à midi Verity Crew avait été épinglée dans de la soie céladon couleur d'un étang sous des saules et forcée de tourner devant une glace jusqu'à ce qu'elle ne reconnaisse plus ses propres épaules. À 8h, elle se tenait dans le hall d'Elsmer, cire d'abeille et lys et marbre frais après la fournaise de la rue, regardée par un majordome qui avait été formé depuis sa naissance à ne regarder personne et qui la regardait. La douairière descendit sur elle en gris violet et perle et saisit ses 2 mains. Voilà, dit-elle, bas et féroce et satisfaite. Maintenant ils verront tout ce que je vois. Et puis, baissant encore sa voix, avec un coup d'œil vers l'escalier, Augusta est là et de mauvaise humeur, car je lui ai dit à 4h et pas avant exprès, afin qu'elle n'ait pas le temps d'écrire à quiconque. Soyez courageuse, ma porteuse de vérité. Elle mord, mais elle n'a pas les dents que je n'ai pas déjà arrachées. Elle se trompait sur les dents. Verity le sut dans la première minute de la longue salle à manger. Lady Augusta Verelst était déjà à table, bien que personne n'eût encore été convié, une belle femme devenue dure comme la bonne cire devient dure, tout en plan et en arête. Ses cheveux sombres relevés haut et sa robe d'un violet noir qui était le deuil rendu à la mode. Elle regardait Verity entrer par-dessus le bord d'un verre dont elle ne buvait pas et ses yeux firent le même rapide inventaire que ceux de la douairière 3 jours auparavant, sauf que là où la mère avait fini en larmes, la tante finit par un petit sourire satisfait, comme celui d'une femme à qui l'on a dit qu'une somme est grande et qui vient de voir par elle-même qu'elle est fausse. Alors, dit Lady Augusta, le fameux secret. Ma tante, Tristan était entré derrière Verity. Elle sentit sa chaleur sur son épaule avant de l'entendre. Vous serez aimable ou vous serez ailleurs. Je suis toujours aimable. Je suis la femme la plus aimable de Londres. Demandez à n'importe qui que j'ai ruiné. Elle posa son verre. Asseyez-vous près de moi, mademoiselle Crowe. C'est un nom si ordinaire. Asseyez-vous près de moi et parlez-moi de vous, puisque mon neveu, qui me dit tout, ne m'a rien dit du tout sur vous, ce qui est en soi la chose la plus intéressante que j'ai apprise cette saison. Il y avait une 4e convive à table, à demi levée, incertaine. Une jeune fille blonde et svelte d'environ 19 ans en mousseline blanche avec un visage doux et anxieux et le genre de beauté qui s'excuse d'elle-même. Lady Sibyl Dondray. Elle avait été amenée, comprit Verity avec un cœur qui se serra, pour être conduite doucement et personne n'avait encore trouvé le moment. Et elle était donc assise entre la dure tante et la mère rayonnante comme un agneau qui a remarqué que la table est mise et qui ne parvient pas tout à fait à deviner pourquoi. Mademoiselle Crewe, dit Lady Sibyl, et fit une petite révérence qui était bien trop belle pour la circonstance. Je vous félicite. Je suis si heureuse pour vous deux. Elle le pensait. C'était la chose insupportable. Verity, qui lisait les visages pour gagner son pain, lisait sur celui-ci aucune malveillance du tout. Seulement une fille courageuse disant la réplique pour laquelle elle avait été élevée pendant que quelque chose derrière ses yeux travaillait très dur à ne pas se montrer. Vous êtes aimable, dit Verity, et le pensait en retour et détesta tout l'arrangement avec une fureur soudaine et propre qui la surprit. Ils s'assirent. La soupe arriva, froide et verte et goûtant le concombre et le jardin. Les bougies n'avaient pas été allumées, car il y avait encore assez de lumière dans les longues fenêtres, la lente lumière dorée d'un soir doux, et elle se posait sur l'argenterie et la nappe et donnait l'impression que tout ressemblait à un tableau que Verity n'aurait pas signé. Parce que c'était un mensonge sur une famille heureuse. Dites-moi, dit Lady Augusta, dans la soupe, où l'on trouve une mademoiselle Crowe. J'ai chassé les prétendantes éligibles de Tristan depuis 10 ans et je ne vous ai jamais débusqué. Étiez-vous à l'étranger? Dans un couvent? Sous une pierre? À Clerkenwell, dit Verity. Ce qui, j'admets, revient au même qu'être sous une pierre pour une femme qui n'est jamais allée à l'est de Bond Street. La douairière rit tout haut.
Les lèvres de Lady Sibyl se tordirent et furent sévèrement rappelées. Lady Augusta ne rit pas. Claire Kenwell. Elle tourna le mot comme pour en chercher le poinçon. Et les vôtres? Mon père peignait. Ma mère cousait. Ils ne sont ni l'un ni l'autre ici pour être impressionnés par votre porcelaine, Lady Augusta, ce dont je suis sûr qu'ils se repentiraient. Un peintre. Le sourire de la tante s'aiguisa jusqu'à une pointe. Comme c'est charmant. Un barbouilleur. Et le duc d'Elsmer doit épouser la fille d'un barbouilleur et sa mère pleure de joie et je suis la seule personne à cette table avec assez d'esprit pour poser l'évidence. Augusta. La voix de la douairière tomba à la longueur de la table comme un livre qu'on laisse tomber. Ce qui fit que Lady Augusta ne jeta même pas un coup d'œil à sa belle-sœur. Elle se pencha vers Verity et son parfum était un goudron de rose légèrement dépassé, doux et pressant. Pourquoi un homme qui aurait pu avoir la fortune d'Audrey et la main de cette jolie enfant pour la demande, Lady Sibyl tressaillit et Verity le sentit comme une épingle, choisirait-il à la place une broyeuse de peinture sans le sou avec de l'encre sur ses gants à la table de mon frère? Vous direz l'amour. Ils disent toujours l'amour. Mais j'ai enterré ma vanité, mademoiselle Crew, pas mon arithmétique, et les sommes ici ne sont pas justes. Et je m'assierai à chaque dîner d'ici au mariage pour les additionner jusqu'à ce qu'elles le soient. La pièce retint son souffle. Dehors, un merle chantait dans les platanes de la place, absurdement doux. Et Tristan Verelst reposa sa cuillère. Ma tante Augusta, dit-il, vous avez demandé pourquoi, et vous méritez une réponse. La voici donc. J'épouse mademoiselle Crew parce qu'elle est la première personne à entrer dans une de mes pièces depuis 5 ans qui m'a regardé, moi, et non la maison derrière moi. Il n'éleva pas la voix. Il n'en avait pas besoin. Et Verity entendit, sous les mots faciles, que l'homme avait enfin dit une chose vraie à l'intérieur de son mensonge, et ne le savait pas lui-même. Vous pouvez additionner vos sommes aussi longtemps qu'il vous plaira. Elles ne seront jamais justes parce que l'amour n'a jamais une seule fois dans l'histoire du monde abouti à quelque chose de correct sur le papier, ce qui est précisément ce qui permet au reste d'entre nous de le distinguer d'un contrat. Il reprit sa cuillère. La soupe est excellente, maman. C'est la cuisinière, ou en avez-vous une nouvelle? La cuisinière, dit la douairière faiblement, regardant son fils comme s'il avait sorti une colombe de la nappe. Lady Augusta se redressa. Quelque chose vacilla derrière le visage dur et brillant. Pas une défaite. Verity ne se serait pas flattée que c'en fût une, mais un recalcul. L'expression d'une joueuse qui a vu l'autre miser et doit maintenant se demander ce qu'elle tient. Elle leva enfin son verre non bu et le porta à ses lèvres, et le reposa. Et elle sourit à Verity avec son visage entier, charmant, terrible. Bien joué, neveu, dit-elle doucement à lui, mais en regardant Verity. Bien joué, en effet. Et Verity, qui n'avait pas touché sa propre cuillère, qui était assise pendant tout l'échange les mains tranquilles sur ses genoux et son cœur battant comme une cloche frappée, pensa, il m'a défendu. Il n'avait pas à me défendre aussi bien. Et elle a vu cela aussi. Elle a vu la vérité avant nous deux. C'est ce qu'elle additionne. Pas si je suis pauvre, si lui le pense vraiment. Le dîner continua. Il se poursuivit à travers un turbot et une selle d'agneau et un entremets de fruits d'été empilés dans un compotier d'argent. Des pêches et du premier raisin de serre. Les bougies allumées enfin quand les fenêtres passèrent au bleu. Et tout au long de cela Lady Augusta fut le charme incarné. Fut esprit et chaleur et vieilles histoires de famille. Et pas une seule fois Verity ne se détendit parce qu'un couteau posé n'est pas un couteau rangé. Ce fut sur les fruits que la douairière se leva, rayonnante, une pêche oubliée dans les doigts, et fit l'annonce qui renversa tout le marché. Je ne puis le garder une heure de plus, dit-elle. Donc je ne le ferai pas. Mes chers, j'ai décidé. Nous ne cacherons pas ce bonheur dans les coins comme Tristan, dans sa folie, le souhaitait. Une chose aussi bonne est due au monde. Elle posa la pêche. Je donne un bal ici dans 15 jours avant que la ville ne se vide pour la campagne. Le dernier bal de la saison est le meilleur. Et à lui je présenterai la fiancée de mon fils à chaque âme qui m'a jamais plainte pour une veuve solitaire. Elle tourna des yeux brillants vers Verity. Vous serez annoncée, ma porteuse de vérité, par nom à tous. Et alors aucune Augusta sur terre ne pourra additionner ces sommes, car la chose sera faite à la vue de Londres et faite. La fourchette dans la main de Verity était très froide. De l'autre côté de la table elle vit le visage de Tristan s'arranger en ravissement avec une demi-seconde de retard.
vit le même effondrement qu'elle avait vu en lui à la première arrivée de sa mère, la poudre atteignant le feu, pour un bal. Une annonce publique par nom devant tout le monde était le contraire précis des 3 mois discrets qu'il avait achetés. C'était la seule chose qui ne pouvait pas être tranquillement défaite à l'automne par une querelle privée et une sortie propre. Des fiançailles chuchotées entre 2 familles étaient survivables. Des fiançailles criées à voix haute à toute la ville et ensuite non dites était un scandale avec son nom cloué à son mât. « Maman, commença-t-il, 15 jours c'est très court. Alors nous serons tous très occupés. » La douairière était déjà au-delà de tout argument, déjà partie dans le pays brillant de ses plans. « Verity, vous et moi choisirons la soie demain. Augusta, vous gérerez les indomptables de l'Aube. » Avec gentillesse. « Sibylle, mon enfant, vous dansez le premier avec mon neveu à ce bal avant qu'il ne soit donné, car je ne veux pas qu'il soit dit que cette famille vous a maltraité. » Bien sûr, murmura lady Sibylle, blanche comme sa mousseline. Et ce sera parfait et je pleurerai toute la soirée et vous devez tous me pardonner à l'avance. Elle rit et pressa les mains ensemble et était si manifestement, entièrement heureuse que pendant un moment personne à table ne put trouver en soi-même la force de la briser. Alors lady Augusta tourna lentement la tête et regarda Verity tout au long de la nappe à la lueur des bougies et ses yeux n'additionnaient plus de somme. Ils avaient fini. Ils avaient abouti à un total et le total lui plaisait, et elle leva son verre une seconde fois, buvant maintenant, la première gorgée que Verity lui avait vu prendre de toute la soirée, par-dessus le bord avec l'expression d'une femme à qui une belle idiot vient de remettre exactement les 15 jours dont elle a besoin. Un bal, murmura-t-elle. Comme c'est parfaitement délicieux. Tant de choses peuvent être découvertes sur une personne en 15 jours quand on sait enfin où chercher. Elle posa le verre et sourit à Verity, douce comme les roses pourries de son parfum. Claire Kenwell, avez-vous dit, au-dessus d'une boutique de coloriste, je pense, d'après le noir de lampe sur vos gants. J'aime tant une longue promenade en carrosse un matin d'été. Peut-être que je vais en faire une. Et sous la table, là où personne ne pouvait le voir, la main de Verity Crew se ferma lentement sur la soie céladon d'une robe qu'elle ne possédait pas, dans une maison où elle n'appartenait pas, pendant que la douairière pleurait ses larmes heureuses, et que la douce fille condamnée en blanc fixait sa pêche intacte. Et elle comprit que le mensonge qu'elle avait hérité 4 jours auparavant venait de se voir donner 15 jours à vivre, une scène pour mourir dessus, et une chasseresse qui connaissait déjà le chemin de sa porte. Le retour chez elle ce soir-là fut toute obscurité et lavande, et le doux roulis de ressort meilleur que son propre lit. Et Verity Crew était assise dans le coin de la voiture de la douairière, les mains gantées croisées, et regardait les réverbères de Mayfair céder progressivement à l'obscurité non éclairée des rues qui la connaissaient. Elle ne pleurait pas. Elle avait une règle contre le fait de pleurer dans les voitures des autres, la même que sa règle contre le fait de rire là où elle ne pouvait pas se le permettre. Mais elle pressa son pouce une fois, fort, à l'endroit où les mots d'adieu de lady Augusta reposaient encore sous ses côtes comme une pièce avalée. J'aime tant une longue promenade en carrosse un matin d'été. Et elle fit son arithmétique, comme la tante avait fait la sienne, tout au long du chemin de retour. 15 jours. Un bal. Son propre nom crié à voix haute à tout Londres. Et une belle femme dure qui connaissait déjà le chemin de sa porte. Elle se laissa entrer dans l'obscurité de térébenthine et n'alluma pas de bougie, et resta longtemps dans son lit étroit, écoutant le chat du marchand de couleur marcher la gouttière. Et quelque part vers 3 heures elle comprit qu'elle n'avait plus seulement peur pour sa réputation. Elle avait peur des 15 jours eux-mêmes, de tout ce qui pouvait arriver dans ceux-ci, et de combien peu de tout cela elle tiendrait les rênes. Le matin arriva blanc et sans pitié. À 10 heures elle se tenait dans une boutique de soierie sur Ludgate Hill avec la duchesse douairière d'Elsmer, qui se déplaçait parmi des rouleaux de chantoun et de lutestrine et de soie italienne figurée comme un amiral se déplace dans une flotte, et qui n'avait pas cessé de parler joyeusement depuis la voiture. Non, non, ce bleu est pour une femme qui souhaite être pardonnée, et vous n'aurez jamais besoin d'être pardonné. La douairière alla plus loin. Montrez-moi les ambres. Les profonds, comme un verre de quelque chose que les médecins me défendent. L'homme de la boutique déroula une chute de soie ambre sur le comptoir, et elle attrapa la lumière des hautes fenêtres poussiéreuses, et coula comme du miel versé, et même Verity, qui avait broyé 1000 pigments et se croyait à l'abri des couleurs, sentit son souffle lui manquer. Là, dit doucement la douairière. Oh, la voilà. Votre grâce, c'est bien trop beau. C'est précisément assez beau. Vous serez présenté dedans. La douairière posa sa main à bague à plat sur la soie et regarda Verity par-dessus, et ses yeux s'étaient de nouveau éclairés, comme il le faisait 3 ou 4 fois par heure maintenant, malgré eux.
J'ai habillé beaucoup de jeunes femmes pour être regardées, mon enfant, je n'en ai jamais une seule fois habillé une à qui je souhaitais que le regard soit bienveillant. Laissez-moi avoir cela. C'est un petit égoïsme chez une vieille femme. Verity ouvrit la bouche pour refuser et trouva que le refus coûterait quelque chose à la douairière et la referma. C'est ainsi que cela fonctionne, pensa-t-elle. Pas tout à la fois. Une soie ici, une gentillesse là. Jusqu'à ce que vous portiez le mensonge contre votre peau et ne vous souveniez plus quels fils sont les vôtres. Alors merci, dit-elle. C'est la plus belle chose dont je me sois jamais approché. La cloche au-dessus de la porte de la boutique sonna et la chaleur de la rue entra. Et avec elle entra Tristan Verhelst, duc d'Elsmer, se baissant pour le balinteau avec son chapeau à la main et l'expression d'un homme qui a été envoyé en commission et entend en tirer le meilleur parti. Maman, Banks a dit que je vous trouverais en train d'assiéger Ludjatil. Il s'inclina sur la main de sa mère et se retourna ensuite vers Verity et le sourire doré monta, mais avec un demi-temps de retard sur il y a 3 jours, remarqua-t-elle, comme si une partie de la représentation avait commencé à se lasser d'elle-même. Mademoiselle Crew, on dirait que vous avez été prise en embuscade par la lumière du soleil. J'ai été prise en embuscade par votre mère, ce qui est plus complet. Oui, convint-il solennellement. Il n'y a aucun quartier dans ce cas. Je perds des escarmouches contre elle depuis que je portais des culottes courtes. La douairière, profondément en négociation maintenant avec le marchand sur une aune et demie, les fit partir d'un geste sans lever les yeux. Allez jusqu'au bout du comptoir tous les deux, et cessez de souffler sur mon achat. Tristan, parlez-lui de l'orangerie. Elle doit connaître la maison dans laquelle elle doit vivre. Et voilà, léger comme quoi que ce soit, la maison dans laquelle elle doit vivre, lâchée dans la boutique chaude et sombre. Et Verity regarda le duc l'encaisser sans sourciller, l'homme d'expérience, et la guider par le coup de 3 pas le long du comptoir jusqu'à une alcôve d'ombre entre 2 rouleaux de soie grise penchés où ils pourraient, le temps d'un souffle, se parler en tant qu'eux-mêmes. À quel point, dit-il bas, ma tante était-elle encore là après que j'ai été banni au Porto? Vous n'avez pas été banni. Vous avez fui. Je me suis retiré en bon ordre. Son pouce trouva la bague chevalière. Augusta, qu'est-ce qu'elle vous a dit quand les hommes furent partis? Qu'elle aime une longue promenade en carrosse un matin d'été. Verity regarda son visage. Elle connaît le noir de lampe sur mes gants pour celui d'une boutique de coloriste. Elle a l'intention de venir à Clerkenwell. Elle a additionné ses sommes et elle a cessé de les additionner, votre grâce. Ce qui est bien pire parce que cela signifie qu'elle croit avoir la réponse et ne veut que la preuve. Le sourire le quitta degré par degré. Dans l'ombre grise avec la poussière tournant en or dans le seul rail de lumière de fenêtre entre eux, elle regarda le charmant duc d'Elsmer devenir seulement un jeune homme fatigué qui avait construit une maison de papier et venait de sentir le premier vrai vent passer à travers. Alors nous devons lui donner quelque chose de vrai à trouver qui ne soit pas la vérité. Dit-il. Nous devons meubler votre vie comme si elle était réelle. Il s'arrêta et quelque chose de presque contrit traversa son visage. Je suis sur le point de vous demander de m'aider à mentir plus soigneusement et vous êtes sur le point de me mépriser pour cela. J'ai méprisé des hommes plus capables pour moi. Continuez. Voilà. Murmura-t-il et ce fut elle qui fut surprise pour la première fois car ce n'était pas du charme, c'était quelque chose de plus sec et de plus chaud sous le charme, la voix privée petite qu'il gardait sous la dorée. Et elle avait dit voilà comme s'il avait cherché le son aigu et particulier d'elle et était heureux de l'avoir trouvée parmi la soie. Verity sentit le commentaire atterrir là où il n'avait aucun droit d'atterrir et fut agacé et rangea l'agacement pour l'examiner jamais. Meubler ma vie comment, dit-elle. Des lettres. Une cour laisse une trace écrite et la nôtre n'en a aucune parce qu'elle n'a jamais eu lieu. Si Augusta se rend à Clerkenwell, elle trouvera un atelier et une fille en deuil et pas une ligne de ma main pour dire que j'ai jamais franchi le seuil. Il parlait rapidement maintenant. Le plan s'assemblant au fur et à mesure qu'il avançait. Donc, je vais vous écrire. Aujourd'hui, daté d'avant, des lettres ennuyeuses et convenables, telles qu'un homme peut en écrire à la femme qu'il a l'intention d'épouser. Vous les garderez là où elles peuvent être trouvées, mais pas trop facilement trouvées, comme une femme garde une chose qu'elle chérit. Et l'une d'elles, la première en date, mentionnera la miniature, que je suis venu dans les chambres de votre père pour poser pour un portrait, et que je suis resté. Et que je suis revenu. Voilà, une raison pour un duc à Clerkenwell que toute tante sur terre croira, parce qu'elle est à moitié vraie. Je suis venu. La boîte est toujours sur mon manteau. Verity fut silencieuse un moment,
le tournant dans son esprit. C'était bien. C'était, Dieu les aide tous les deux, très bien. Le mensonge appuyé contre le seul vrai montant dans la construction. De la façon dont son père lui avait appris à appuyer un mince glacis sur une sous-couche solide, afin que l'œil croie l'ensemble. Et elle détestait à quel point c'était bien, et détestait davantage qu'un coin traître d'elle-même se réchauffe au jeu et aux yeux gris rapides qu'il inventait. Vous êtes venu poser pour un portrait. Elle répéta lentement. Votre grâce, puis-je vous poser une question de commerçant? Vous pouvez me demander n'importe quoi. J'ai récemment perdu le droit de vous le refuser. Le cale. Elle ne le toucha pas. Elle regarda seulement délibérément le dos de sa main droite, là où elle reposait contre la soie grise, sur la deuxième phalange. Vieux et lisse. Le mauvais cale entièrement pour un homme qui ne tenait rien de plus lourd que des rênes et un verre de vin. J'ai broyé de la couleur pendant 10 ans et porté exactement cette marque et l'ai vue sur précisément un seul genre de personne. Qui a appris à un duc à tenir un pinceau? Il se figea complètement. De l'autre côté de la boutique sa mère rit à quelque chose que dit le marchand. Et la cloche sonna sur un nouveau client, et la chaleur se pressa aux fenêtres, et Tristan Verhelst regarda sa propre main comme si elle l'avait trahi de l'intérieur. Mon père, dit-il enfin. Juste cela. Et puis, parce qu'elle attendit, et parce qu'attendre était la seule arme dont elle avait jamais vraiment fait confiance, il continua. Mal, et constamment, et jamais là où cela pouvait être vu, parce que les ducs ne font pas cela. Il avait l'habitude de monter à la salle d'études quand la maison était pleine de gens qu'il ne pouvait pas supporter, et nous nous asseyions à la seule fenêtre nord, et il m'apprenait à voir. Pas la chose, Tristan, la lumière sur la chose. Et nous n'en parlions à personne. Parce que c'était le nôtre. Sa bouche se tordit. Quand il nous a été emportés je ne pouvais pas. Je n'ai pas tenu un crayon depuis 3 ans. Je ne savais pas que la marque était encore là jusqu'à ce que vous la regardiez. Faites confiance à la fille d'un broyeur de peinture pour lire les mains d'un homme comme un grand livre. C'est le seul livre que la plupart des gens laissent ouvert, dit Verity doucement. Pendant un moment aucun d'eux ne parla. Le rail de lumière poussiéreuse pendait entre eux, et elle pensa, avec la clarté propre et inutile qui était son don et son fléau à la fois, il ne m'a pas inventé pour échapper à sa mère. Pas seulement. Il a inventé une femme qui le regarderait, lui, et non la maison. Et il a passé 3 ans à se mourir de faim de la seule personne que son père avait fait de lui. Celle qui voit la lumière sur la chose. Et il ne le sait pas. Et je ne dois pas le lui dire. Parce que le moment où l'un de nous deux le nomme, les 3 mois ne sont plus un marché. Ils sont quelque chose dont nous ne survivrons pas à la fin. Écrivez vos lettres, dit-elle, et recula hors de la lumière. Datez-les soigneusement. Un homme amoureux est négligent sur tout sauf sur les choses qu'il ne peut pas supporter de perdre. Donc, soyez négligent sur les parties ennuyeuses et précis sur la boîte. Et votre grâce, elle s'arrêta. Quand votre tante vient à ma porte, elle ne cherchera pas de lettres. Elle cherchera mon visage quand je ne m'y attends pas. Ça, vous ne pouvez pas le dater d'avant. Celui-là, il me faudra le peindre moi-même le matin d'après nature. La soie fut achetée. La douairière les entraîna dans la fournaise blanche de la rue en parlant d'eau de fleurs d'oranger et de maîtres de danse. Et Tristan aida sa mère et puis Verity à monter dans la voiture. Et sa main sous les doigts gantés de Verity était chaude et son pouce passa une fois sans qu'il le sache sur ses jointures là où un cale de coloriste aurait été comme pour vérifier, comme pour apprendre à la lire par le même livre qu'il venait d'être lu. Et puis il recula et s'inclina et la voiture roula. Et Verity s'assit très droite et ne regarda pas par la petite fenêtre ovale l'homme debout tête nue dans la chaleur à la regarder partir. Elle eut 3 jours de paix empruntés. Le 4e, Lady Augusta fit sa longue promenade d'un matin d'été. Verity était au chevalet quand la voiture arriva. Pas le chevalet vide de son père près de la fenêtre nord qu'elle ne pouvait toujours pas supporter d'utiliser, mais la petite table où elle faisait son propre petit travail copiant le chien de chasse d'un gentleman d'après une esquisse pour une guinée qui la nourrirait 15 jours si les 100 livres du duc n'arrivaient jamais. Elle avait broyé son propre noir ce matin. Noir de lampe et un souffle d'indigo et ses gants étaient ôtés et ses doigts étaient noirs jusqu'à la 2e phalange. Et elle entendit les roues dans l'étroite cour en bas et les reconnut aussitôt pour ce qu'elles étaient parce qu'aucun de ses voisins ne possédait des ressorts aussi silencieux. Elle ne courut pas à la glace. Elle avait dit la vérité à Tristan. C'était le portrait qu'elle devait peindre d'après nature, et un portrait est ruiné par la précipitation. Elle essuya lentement ses doigts sur le chiffon,
et elle les essuyait encore quand le garçon du coloriste monta l'escalier en trombe pour halter qu'une dame, une grande dame, était en bas à demander mademoiselle Crow. Et derrière lui, sans se presser, vint l'attard de Rose passer. « Ne vous donnez pas la peine, mon garçon. Je vais m'annoncer moi-même. » Lady Augusta remplit le bas encadrement de porte en soie de conduite gris colombe et un chapeau avec une plume bouclée, et elle resta là un moment, laissant ses yeux faire l'inventaire de la pièce. La boutique grinçante du coloriste en dessous sentit à travers les planches, la fenêtre nord, l'odeur de térébenthine et d'huile de lin et de pierre broyée, les trois lits pas tout à fait cachés derrière un rideau, le chevalet vide, surtout le chevalet vide. « Eh bien, dit-elle, donc c'est là qu'on trouve une mademoiselle Crow. Sous une pierre, comme vous l'avez dit. Comme c'est honnête de votre part. Je confesse que je ne vous croyais pas. » Lady Augusta, Verity se leva et ne fit pas une profonde révérence, et ne s'excusa pas de ses mains noircies, et n'offrit pas trop vite l'unique bon fauteuil. « Vous avez fait une chaude route. Il y a de la petite bière ou de l'eau de la conduite qui est au moins froide. Je ne peux pas vous offrir le thé dans un service de duchesse, je le crains. Nous sommes plus simples ici. Vous l'êtes. » Elle entra, ôtant un gant gris, et parcourut la longueur de la petite pièce avec l'appétit lent d'une femme qui attendait depuis des semaines de regarder exactement ceci. Elle traîna un doigt nu sur l'étagère des couleurs, les bocaux de rang, vermillon et ombre et le précieux cobalt, le molette, la plaque, et elle s'arrêta devant le chevalet vide et s'y tint à regarder le rectangle sans poussière sur les planches là où il s'était trouvé sorti, très récemment, par une main maintenant immobile. « Celui de votre père, dit-elle, pas une question. »« Oui. » Il prenait des commandes. Augusta se retourna. Le beau visage dur avait pris quelque chose de presque aimable, ce qui était la chose la plus effrayante qu'il eût encore faite. « Des miniatures, le garçon en bas me dit, avant que je ne l'envoie pour sa petite bière. Un petit commerce à la mode, la peinture de visage trop chère à perdre. Je pense que beaucoup de personnes en deuil ont monté cet escalier. » Elle laissa le mot deuil reposer là un moment. « Dites-moi, mademoiselle Crow, car je suis une tante ennuyeuse et dois avoir ma réponse. Quelle fut la dernière commande que votre pauvre père prit avant que sa main ne l'abandonne? Je trouve que je voudrais beaucoup le savoir. » Et Verity, qui lisait les visages pour gagner son pain, regarda le visage de Lady Augusta pendant qu'elle posait la question, et comprit que la question n'en était pas une non plus. La tante savait déjà. Elle s'était arrêtée en bas dans la boutique du coloriste. Elle avait posé ces douces et pressantes questions à un homme qui broyait du pigment pour gagner son pain, et qui ne pouvait pas se permettre d'être discret devant une dame à chapeau à plumes. Elle avait la réponse dans son réticule déjà, et elle n'avait monté l'escalier que pour regarder Verity la lui tendre, ou ne pas y parvenir, et être prise en défaut. Le point de non-retour arriva très tranquillement dans une petite pièce chaude qui sentait la térébenthine, avec le coloriste raclant la pierre sur la pierre en dessous comme le bruit d'une chose qui suce point. La dernière commande que mon père prit, dit Verity, uniformément, était un portrait du feu duc d'Elsmer, pour sa veuve. Il termina le dessin et la sous-couche avant que sa main ne l'abandonne. J'ai terminé les glacis moi-même, apprenant à être lui à son coude, et je l'ai porté à travers Londres il y a une semaine pour le remettre entre les mains de la famille. C'est ainsi que je me suis trouvé dans le salon de votre neveu, Lady Augusta. C'est la réponse que vous avez achetée à l'homme en bas. Vous pouvez l'avoir de moi aussi, puisque vous avez fait si longue route pour cela. Pour la première fois, quelque chose bougea dans le visage d'Augusta qui n'était pas du calcul. De la surprise, peut-être, que le gibier se fût retourné et eût posé les propres mâchoires du piège sur la table entre elles. Vous admettez cela? Dit-elle lentement. Je suis la fille d'un commerçant. J'admets une commande honnêtement remplie comme tout commerçant le fait. Verity ne s'y a pas. Que imaginez-vous avoir pris, Lady Augusta? Que mon père a peint pour la famille dans laquelle je dois me marier? La moitié des grandes maisons de Londres ont un croc dans un médaillon. Qu'une femme pauvre a livré son propre travail plutôt que de payer un porteur qu'elle ne pouvait pas se permettre? Je pense que la mesquinerie de cela ferait honte à la famille plutôt qu'à moi. Cela, dit Augusta, très doucement, se remettant, s'approchant afin que l'odeur de rose pourrie la compressât avec la chaleur, une femme est venue dans cette maison il y a une semaine pour être payée 8 guinées. L'homme en bas était des plus précis sur la somme. Et est sorti fiancé à un duc. En 7 jours. Ce n'est pas une cour. J'ai vu des cours. Elles sont ennuyeuses, et elles prennent des mois, et elles laissent des lettres. Ses yeux brillants cherchèrent ceux de Verity, chassant le tressaillement.
Il n'y a pas de moi ici. Il y a une boîte, et une somme, et des fiançailles vieilles de 15 jours dont mon neveu n'a dit les détails à aucune âme vivante. Et une fille avec du cobalt sous les ongles, que sa propre mère ne pouvait pas nommer 3 jours avant de la rencontrer. Maintenant, je vais vous poser une chose, et je saurai si vous mentez, car j'ai fait une étude des menteurs et en ai épousé 2. Mon neveu vous a-t-il courtisé? Où vous a-t-il acheté? La pièce retint son souffle. La pierre du coloriste tournait en rond en dessous. Par la fenêtre nord ouverte, un colporteur criait les fraises, douces et lointaines. Et une mouche tapait la vitre, et Verity Crowe était debout avec ses mains tachées de noir tranquille à ses côtés, et comprit qu'il n'y avait pas de troisième chose intelligente à dire. Il y avait la vérité, qui ruinait Tristan et sa mère tous les deux. Il y avait le mensonge, qu'Augusta avait déjà à moitié réfuté, et passerait 15 jours à finir. Et il y avait le mince fil entre les deux, là où elle avait vécu toute sa vie attentive. Il est venu poser pour un portrait, s'entendit-elle dire, et sa voix ne trembla pas, ce qui était son propre petit miracle. Il est venu dans les chambres de mon père au printemps auparavant pour son propre portrait, un cadeau qu'il destinait à sa mère dans son deuil. Il est venu 4 fois. Il est resté après la lumière à chaque fois, ce que mon père remarquait, car les sujets ne s'attardent pas en règle générale dans un grenier de coloristes quand leur voiture attend en bas. Elle laissa cela se construire, lent, précis sur la partie qui pouvait être vérifiée, négligent sur le reste. Exactement comme il lui avait appris dans la soie. Je terminai la miniature de feu son père à la même table. Nous avons parlé de lumière, Lady Augusta. De la façon dont elle tombe sur une chose et la rend vraie. Ce n'est pas un sujet qui prend des mois. Certaines choses n'ont pas besoin de moi. Vous avez demandé, vous a-t-il acheté? Non. Il ne m'a pas donné un sou, et je ne lui en ai pas demandé. Et les 8 guinées que votre coloriste a comptées si précisément me sont encore dues. Pour le dernier travail de mon père, que la mère de votre neveu n'a même pas encore vu, parce qu'elle était trop occupée à pleurer sur une fille qu'elle avait décidé d'aimer pour penser à la payer. Le menton de Verity se releva. Rentrez et dites cela à la douairière, si vous voulez. Dites-lui que la fiancée de son fils lui doit encore 8 guinées pour le visage de son mari. Je serais ravi d'être payé. J'ai un propriétaire qui partage votre goût pour l'arithmétique. C'était le meilleur travail qu'elle eût jamais fait, et elle le savait même en le faisant. Le glacier appuyé sur le solide montant, le mensonge tenant debout seulement parce qu'il penchait tout son poids sur la seule chose vraie. Et elle le regarda atteindre Lady Augusta, et vit, avec un affaissement sans fond, que ce n'était pas tout à fait suffisant. Les yeux de la tante s'étaient plissés non pas en défaite, mais en respect. Le respect d'un artisan pour un autre. Et c'était la réponse la plus dangereuse de toutes. Vous êtes très forte. Murmura Augusta. Savez-vous, je crois presque à la lumière. Vous devriez mettre ça dans les factures que vous ne pouvez pas payer, mademoiselle Crowe. Pour un duc, 4 séances, magnifiquement éclairées. Elle remit son gant gris, doigt par doigt, de la même façon que Verity elle-même les mettait, et le miroir en était délibéré et cruel. Mais vous avez fait une petite erreur, mon enfant, et c'est l'erreur de toutes les personnes intelligentes, qui est de donner la réponse la plus intelligente quand la plus terne aurait suffi. Une femme vraiment aimée ne se tient pas dans son grenier et ne se plaint pas de 8 guinées dues. Elle ne pense pas du tout aux 8 guinées. Vous y avez pensé immédiatement, parce qu'elles sont la chose la plus réelle dans toute cette affaire, et vous ne pouvez pas vous empêcher d'être honnête sur ce qui est réel. C'est votre seul défaut. Elle se dirigea vers la porte et s'arrêta, et regarda en arrière, et la plume bouclée sur son chapeau trembla dans la chaleur. Je ne vais pas vous exposer aujourd'hui. Aujourd'hui ce serait du gaspillage. Il y a un bal dans 11 jours, mademoiselle Crowe, auquel tout Londres est convié, à lequel ma sœur a l'intention de crier votre nom à voix haute comme la femme choisie de son fils, et plus elle construit une chose haut, plus loin elle a à tomber. Et plus il y a de gens en bas pour la regarder atterrir. Je suis une femme patiente. J'ai enterré 2 maris et survécu à la meilleure décennie de mon apparence, et j'ai appris que les vengeances les plus douces sont celles qu'on laisse mûrir. Vous avez 11 jours. Je passerai ce temps à décider si vous préférez disparaître tranquillement maintenant avec les 8 guinées que vous continuez à mentionner et pas un penny de plus, car je vous les paierai moi-même à l'instant pour me débarrasser de vous, ou être décortiqué devant 1000 bougies par une femme qui sait déjà exactement où sont les coutures. Elle posa 2 pièces d'or sur l'étagère des couleurs à côté du vermillon. Elles brillèrent là, obscènes et nettes. Voilà, dit-elle. 8 guinées.
Maintenant vous avez été payé, et la seule chose vraie de votre histoire n'est plus vraie, et vous pouvez construire le reste sur rien du tout. Et regardez comment ça tient. Bonne matinée, mademoiselle Crow. Faites attention à l'escalier. Il est très raide. Et je détesterais que vous descendiez plus vite que vous ne l'aviez prévu. Et elle était partie, gris colombe et sans se presser. La plume se balançant dans l'ombre de l'escalier, et la voiture tranquille l'emporta, et Verity Crow était seule dans la chaleur de térébenthine avec 2 pièces d'or brûlant sur l'étagère et le chevalet vide à son épaule, et les fraises de son père criant loin dans la rue. Et pour la première fois depuis que le duc avait soufflé faites semblant d'être malade et partait maintenant contre son oreille, elle sentit toute la structure du mensonge se déplacer sous elle comme un plancher avec une pièce tombée au travers. Elle ne toucha pas les pièces. Elle s'assit sur le tabouret de son père devant le chevalet vide, l'utilisa enfin parce que ses genoux ne la portaient plus près de l'étagère où l'or reposait, et elle mit ses mains tachées de noir sur son visage, et elle respira térébenthine et huile de lin et l'odeur de toute sa vie, et elle fit son arithmétique à nouveau, et cette fois les sommes sortirent comme celles d'Augusta. 11 jours. Puis 1000 bougies, et une femme qui savait où étaient les coutures, et un nom, son nom, le petit mensonge qu'elle ne pourrait jamais reprendre, vérité, la vérité, oh c'est bien, criait à voix haute à tout Londres, juste à temps pour être déchirée. Elle était toujours assise ainsi quand la seconde voiture arriva. Elle ne l'entendit pas par-dessus la pierre du coloriste jusqu'à ce qu'elle se fût arrêtée, et puis il y eut des bottes dans l'escalier, rapides et lourdes, et entièrement différentes du murmure gris de la tente, et le bas encadrement de porte se remplit, et c'était Tristan, sans chapeau à nouveau, son manteau sombre dans le dos par la chaleur d'une route rapide, ses yeux gris allant aussitôt vers son visage et y lisant. En un instant consternant, tout. Elle est venue. Il traversa la pièce avant qu'elle pût se lever. Banks l'a appris de son cocher il n'y a pas une heure qu'elle avait commandé les chevaux pour Clerkenwell à l'aube, et je suis venu aussi vite que Verity. Il s'arrêta lui-même à une longueur de bras prudente parce que de sa règle, même maintenant, même pâle et à bout de souffle, il gardait sa règle, et ce maintien la défaisait davantage que la toucher n'aurait pu. Qu'est-ce qu'elle vous a pris? Tout ce qui était réel, dit Verity, et baissa les mains, et le regarda, et trouva qu'elle ne pouvait plus garder la stabilité dans sa voix. Elle m'a payé les 8 guinées elle-même. Elle les a posées sur l'étagère. Elle sait que mon père a pris la commande. Elle connaît la somme. Elle sait qu'il n'y a pas de moi et pas de lettre encore à trouver, et elle ne va pas nous exposer aujourd'hui, votre grâce. Elle va attendre 11 jours. Elle a l'intention de le faire au bal, pardon devant tous. Parce que plus votre mère construit haut, plus loin cela tombe, et plus elle rassemble de Londres pour regarder ça atterrir. Son souffle s'accrocha. Je lui ai donné le meilleur mensonge que j'ai jamais dit, et elle l'a admiré et dit qu'il ne servirait pas. Et elle avait raison. Et je n'ai plus de réponse plus intelligente. Vous me comprenez? J'ai passé toute ma vie un mot rapide devant la ruine, et votre tante vient de me montrer 15 jours dans lesquels il n'y a pas de mot assez rapide. Il resta très immobile dans la lumière chaude et tournante. Et elle regarda le charme ne pas même tenter de se lever. Le regarda l'encaisser pleinement dans la poitrine. L'homme qui avait acheté une seule saison de paix et allait maintenant la payer de 2 vies devant 1000 bougies. Et ce qui monta dans son visage n'était pas du désespoir cette fois, et pas le sourire doré. Mais quelque chose qu'elle n'avait pas vu en lui auparavant et ne savait pas comment appuyer un glacis contre. Alors nous ne la laissons pas choisir le terrain. Dit-il tranquillement. Elle a nommé le champ et l'heure. Très bien. Un homme qui laisse son ennemi choisir le champ a déjà à moitié perdu. Mon père m'a appris cela aussi. À la même fenêtre nord au-dessus d'une bataille de soldats de plomb qu'il refusait de me laisser gagner à bon marché. Il regarda les 2 pièces sur l'étagère. Et puis le chevalet vide. Et puis Verity. Et son pouce n'alla pas à sa bague. Il resta délibérément à son côté. 11 jours. Elle pense que c'est son 15 jours pour creuser la tombe. J'aimerais que ce soit le nôtre pour rendre la chose si vraie qu'il ne lui reste rien à défaire. Il prit une respiration. Mais je ne vais pas vous le demander à travers une longueur de bras dans les propres chambres de votre père avec son or encore sur votre étagère. Comme si c'était encore une clause dans un marché. Donc je vais vous le demander maladroitement et en tant que moi-même, et vous pouvez me jeter dans votre très raide escalier après. Verity, voulez-vous cesser de m'aider à mentir et m'aider à le rendre réel à la place? La pierre du coloriste tournait en rond en dessous. Les fraises criaient.
La mouche trouva enfin la fenêtre ouverte et fut partie dans la chaleur blanche, et les 2 pièces d'or reposaient sur l'étagère à côté du vermillon, payée et ruineuse. Et Verity Crew était assise au chevalet vide de son père et regardait l'homme aux larges épaules 11 jours de la fin de tout et sentit le mot qu'elle avait juré de ne jamais dépenser une deuxième fois monter dans sa gorge comme une pièce qui remonte à travers le plancher. Oui, dit Verity. Le mot sortit d'elle comme l'autre l'avait fait 4 jours auparavant, sans possibilité de retour, mais cette fois elle ne le sentit pas tomber à travers un espace dans le plancher. Cette fois elle le sentit atterrir sur quelque chose. Elle regarda l'homme aux larges épaules 11 jours de la ruine, debout à sa prudente longueur de bras dans la chaleur de térébenthine, gardant sa règle même maintenant, et elle entendit sa propre voix continuer au-delà du point où la prudence l'avait toujours arrêtée. Oui, pas parce que c'est sage, car c'est la chose la moins sage que j'ai faite dans une vie d'être sage le ventre vide. Mais je trouve que je préférerais faire une chose vraie maladroitement qu'une chose fausse habilement, et j'ai passé 10 ans à faire l'inverse, et je suis fatigué, votre grâce, jusqu'au fond. Elle essuya ses doigts noirs une dernière fois sur le chiffon. Donc, nous avons 11 jours. Dites-moi comment un homme courtise une femme à rebours et laissons-nous une trace écrite que votre tante pourra se casser les dents dessus. Il laissa s'échapper un souffle qui trembla en chemin, et le sourire qu'il lui donna alors n'était pas doré du tout. Il était de travers et reconnaissant et bien trop jeune pour un duc. Je n'ai aucune idée de comment courtiser quelqu'un en avant. Je n'ai fait que fuir. Alors, nous sommes bien assortis. Je n'ai fait que regarder. Elle tira le tabouret hors du chevalet de son père et le posa droit dans la lumière nord. Asseyez-vous. Si vous êtes venu 4 fois dans les chambres de mon père au printemps pour poser pour un portrait, alors un portrait ferait mieux d'exister, car votre tante demandera à le voir. Et une cour qui ne laisse aucun tableau est une pauvre cour en effet. Asseyez-vous et tenez-vous tranquille et laissez-moi attraper la lumière sur vous et nous aurons fait une chose vraie avant la fin de la semaine, quoique le reste brûle. Il s'assit. Il plia ses grandes mains sur son genou, le cale pâle comme de la peinture montrant sur la 2e phalange, et il se tint de la façon dont se tiennent les hommes qui ont été peints auparavant. Menton relevé. Épaule droite. Un portrait d'un duc. Verity broya un peu de noir sur la plaque, noir de lampe et un souffle d'indigo, et le regarda par-dessus le molette et ne dit rien et laissa le silence faire son lent travail et progressivement le duc sortit de ses épaules et un jeune homme fatigué monta en elle à la place. Voilà, dit-elle doucement. Pas la chose. La lumière sur la chose. Sa tête se retourna. Il a dit cela. À vous? Il le disait à tous ceux qui se tenaient assez immobiles. Il l'a dit une fois à un vendeur de moelle sur l'Ederland et l'homme a pleuré. Elle posa le premier trait sombre, le tournant d'une mâchoire qu'elle commençait à connaître. Soyez tranquille. Vous bougez quand vous êtes ému. Alors elle le peignit dans les longs après-midi blancs de ses 15 jours avec le garçon du coloriste posté dans l'escalier pour la bienséance et la porte calée sur la chaleur, et Tristan Verhelst parla. Il parla de l'orangerie où le verre s'était fissuré et n'avait jamais été réparé parce que l'homme qu'il aimait était parti. De soldats de plomb refusés à bon marché à une fenêtre nord. De la façon dont son père lui avait appris que pour dessiner une chose il faut d'abord lui pardonner de ne pas tenir tranquille. Il lui dit des choses dont elle était certaine qu'il n'en avait parlé à personne. Et elle lui rendit en retour dans la monnaie soigneuse de son métier, de petits vrais morceaux d'elle-même, l'aiguille de sa mère, le propriétaire qui sentait le gin, la pièce entre les planches du plancher, jusqu'à un lançoir doré, la regardant charger son pinceau, il dit, sans aucun jeu dedans du tout, quand les feuilles tournent, je me serais bien habitué à cela. Je ne saurais pas quoi faire du silence après que vous serez parti. Le pinceau s'arrêta. Dehors une brouette gronda sur les pavés, et un enfant rit, et la chaleur pressa sur le verre. Vous n'avez pas à dire de telles choses, dit Verity. Nous construisons un mur pour nous cacher derrière, vous et moi, pas une fenêtre devant laquelle se tenir. Non, convint-il. Tout à fait juste. Noir de lampe et regret. Votre père a nommé cette couleur. J'ai décidé que c'est ma favorite. Mettez-en davantage dans le manteau. Et c'était si sec, si tranquille qu'elle rit avant de pouvoir s'en empêcher, le rire qu'elle avait passé sa vie à ne pas se permettre. Et de l'autre côté de la pièce le garçon du coloriste dans l'escalier sourit de l'entendre. Et pendant un bref moment traître le mensonge était la chose la plus vraie de Londres. Ce fut ce moment que la lettre choisit pour gâcher. Elle arriva le 9e jour par un valet qu'elle ne connaissait pas sur du papier épais sans blason pressé dans la cire, ce qui était en soi un avertissement, car un duc qui souhaitait être vu écrivait ouvertement,
et un duc qui souhaitait être secret ne le faisait pas. Verity brisa le seau simple à son chevalet de son père avec du noir encore sous les ongles et la lut une fois puis une deuxième fois lentement, de la façon dont on lit une chose qui a réarrangé les meubles de votre vie pendant que votre dos était tourné. Mademoiselle Crew, ne venez pas au bal. J'ai appris qu'Augusta a trouvé le coloriste prêt à jurer aux 8 guinées devant témoins et la parole d'un duc ne l'emportera pas sur un livre de contes de commerçants dans la bouche de 1000 personnes oisives. Je ne vous laisserai pas vous tenir dans cette salle et être décortiqué pour ma lâcheté. Je dirai moi-même à ma mère demain avant que cela soit crié à voix haute que j'ai inventé des fiançailles pour m'épargner ses projets de mariage et que vous étiez une étrangère qui m'a rendu un service et ne me doit rien qu'une excuse. La faute sera la mienne entièrement et publiquement et votre nom n'y sera pas. Les 800 livres sont déposés chez mes banquiers en votre nom depuis ce matin. Ce n'est pas un pot de vin. C'est une dette et vous la prendrez. Vous avez été la meilleure chose d'une mauvaise année et je suis désolé de vous avoir fait partie d'une pire. Elsmer. Elle l'a lu une 3e fois. Elsmer. Pas Tristan. Il l'avait signé avec la maison. Verity posa la lettre sur la plaque à côté du noir broyé et se tint très immobile pendant que la pierre du coloriste tournait en rond sous ses pieds usant la journée. Elle avait eu raison depuis le début donc de la seule façon qu'il avait jamais gardé nourrie. Il avait voulu une femme pour se tenir entre lui et les projets de sa mère et elle avait été la plus commode à portée de main. Et maintenant que se tenir avait coûté cher, il la payait et la mettait dehors par la porte la plus propre qu'il pouvait trouver. Il l'avait dite intelligente et pauvre et indifférente à son rang et il n'avait fait que décrire tout du long un outil qui tenait bien dans sa main. Les après-midi de peinture, la lumière sur la chose, l'œil je ne saurais pas quoi faire du silence. Il les avait dépensés de la façon dont un homme dépense du charme facile dans une entrée pour faire tranquillement à une créature effrayée ce dont il avait besoin. Il n'avait jamais vu Verity Crew du tout. Il avait vu une solution avec du cobalt sous les ongles, et maintenant il en avait une plus nette, qui était 800 livres et une porte fermée, et il appelait cela de la gentillesse, parce que la gentillesse lui coûtait le moins. Elle n'en pleurait pas. Elle avait une règle, mais elle s'assit sur le tabouret de son père et plia la lettre du duc en un dur petit carré et le tint dans son poing noirci jusqu'à ce que les bords coupent, et elle fit son arithmétique, et les sommes sortirent froides et nettes. Une fille qui vivait d'être vue s'était laissée voir, et cela avait coûté exactement ce qu'elle avait toujours su que cela coûterait, et la seule chose restant à décider était si elle prendrait l'argent et le silence et partirait. Elle déplia la lettre. Elle relut la dernière ligne une fois de plus, « Vous avez été la meilleure chose d'une mauvaise année. » Et elle entendit sa propre voix, sèche et déloyale, dire dans la pièce vide, « Non. Vous n'avez pas le droit de m'écrire hors de ma propre ruine de votre propre main et d'appeler cela la mienne. Si quelqu'un dans cette affaire doit dire la vérité à voix haute, ce sera celui de nous deux dont c'est réellement le nom. » Elle mit l'ambre. La maison Elsmer le soir du bal était une lanterne posée dans le noir chaud de la place. Chaque fenêtre dorée, les marches couvertes de tapis. L'air au-dessus de la ligne de toit tremblant de la chaleur de 1000 bougies jetées à travers le verre. Verity arriva dans la propre voiture de la douairière, envoyait la chercher à 6 heures comme si rien au monde n'allait de travers, et elle gravit les marches couvertes de tapis dans de la soie ambre couleur de miel de Porto avec la voix de son père dans les oreilles. Pas la chose, la lumière sur la chose. Et un valet en poudre prit son châle, et le bruit du salon de bal descendit l'escalier de marbre pour la rencontrer comme des vagues, violon et pieds, et la clameur haute et brillante de gens déterminés à être gais avant que la ville ne se vide pour la campagne. Elle ne monta pas. Pas encore. Elle était venue tôt avant la pire de la cohue parce qu'un portrait est ruiné par la précipitation, et une confession aussi, et elle avait l'intention de trouver la douairière et d'être privée avec elle avant qu'une seule bougie de tout cela ne soit criée à voix haute. Un domestique, interrogé à voix basse, l'envoya le long d'un couloir plus frais vers le petit salon où son Grâce se reposait les pieds avant que la réception ne commence. Et c'était là, passant devant une porte ouverte qu'elle avait crue vide, que Verity vit Lady Augusta seule. La pièce était une petite antichambre éclairée par une branche de bougie, et Augusta se tenait à la froide cheminée de marbre de dos à la porte. Hors de son armure un moment, ne se sachant pas observée, elle tenait quelque chose de petit dans sa paume gantée, inclinée vers la bougie, une miniature, ovale, sur fond d'ivoire, de la taille à reposer dans un médaillon ou dans la main d'un gentleman. Verity, qui connaissait le travail de son père comme elle connaissait son propre souffle, reconnut la main qui avait peint à travers la longueur de la pièce, la douce lumière vraie, la gentillesse dans la sous-couche. C'était le visage d'un jeune homme. Le pouce d'Augusta se déplaça sur la joue peinte une fois, lentement,
de la façon dont une personne touche une chose quand elle a oublié que sa main le fait, et son dur beau profil dans la lumière des bougies était devenu doux et sans défense et d'une jeunesse insupportable. Une femme de 50 ans regardant un printemps qui était 30 ans derrière elle. Elle resta ainsi un long moment. Puis, elle ferma les doigts sur l'ivoire et pressa son poing contre sa bouche. Verity recula du seuil. Elle continua dans le couloir frais vers le petit salon et laissa l'antichambre et la femme qui s'y trouvait garder ce peu que la bougie avait montré, et elle porta l'image avec elle comme un glacis mouillé qu'elle ne devait pas maculer, et elle comprit. Marchant plus qu'elle n'avait compris pendant tout le 15 jours qu'on la chassait. La douairière était seule dans le petit salon, magnifique dans son gris argenté et les perles d'Elsmer, s'éventant lentement et souriant à rien. La femme la plus heureuse dans la lanterne de sa maison. Elle se leva quand elle vit Verity, et tout son visage s'ouvrit. « Vous voilà, ô mon enfant, l'ambre. Je le savais. Je l'ai su dès l'instant où j'ai vu le rouleau. Venez, laissez-moi vous regarder avant que je doive vous donner à tous. Votre grâce. » Verity s'arrêta juste à l'intérieur de la porte et joignit ses mains pour les garder tranquilles. « Avant que vous me donniez à qui que ce soit, je dois vous donner quelque chose, et vous n'allez pas aimer cela, et je vais le faire quand même, parce que mon père m'a appelé Vérité et j'en ai fait un bien mauvais compte dernièrement. » L'éventail de la douairière ralentit. Le sourire resta, mais une lassitude monta derrière. L'expression d'une femme qui a entendu « je dois vous dire quelque chose » avant et a appris ce qui suit généralement. Vous êtes très pâle. Asseyez-vous. Quoi que ce soit. Je ne peux pas m'asseoir. Si je m'assois, je vais perdre le courage, et j'en ai fait un long chemin jusqu'ici. Verity prit le souffle que toute sa vie attentive lui avait appris à ne jamais prendre. Il n'y a pas de cours. Il n'y en a jamais eu. Je suis venu dans cette maison il y a 11 jours pour mettre entre vos mains le dernier travail de mon père et être payé 8 guinées. Et votre fils, qui vous avait dit le conte d'une fille intelligente et pauvre qui ne voudrait pas de lui pour son titre, une fille qu'il avait inventée de toutes pièces pour vous empêcher de le marier à Lady Sibyl. Votre fils m'a vu entrer portant la forme même de son invention et m'a soufflé à l'oreille de m'évanouir et de fuir avant que vous ne montiez l'escalier. Je ne voulais pas m'évanouir. Alors j'ai été prise. Et vous m'avez aimé à travers la pièce en 90 secondes. Et vous n'aviez pas été heureuse depuis 3 ans. Et il ne pouvait pas supporter de vous remettre dans vos habits de deuil de ses propres mains. Et donc il m'a supplié de lui accorder 3 mois à vous laisser croire à cela. Et moi, Dieu me pardonne, j'ai dit oui. Et je vous mens chaque jour depuis les yeux ouverts. Sa voix ne cassa pas, bien qu'elle eût pensé qu'elle le ferait. Voilà la vérité, votre grâce. Je suis la fille d'un peintre. On me doit 8 guinées. Et je ne suis pas et n'ai jamais été la femme que votre fils a l'intention d'épouser. Il m'a écrit hier pour vous le dire lui-même ce soir et me payer et y mettre fin proprement. Je suis venu à la place pour vous le dire de ma propre voix parce que vous le méritez dans une vraie. Et parce que je ne pouvais pas le laisser m'écrire hors de ma propre ruine de sa main et le signer Elsmer. Le silence dans le petit salon était complet. Loin à travers les murs les violons s'envolaient et les danseurs frappaient. Et le grand mensonge doré de la soirée continuait à s'assembler au-dessus de leur tête. La duchesse douairière d'Elsmer se tenait debout avec son éventail tout immobile dans sa main à bague et regarda Verity pendant un long moment. Et ses yeux sombres s'éclairèrent. Et Verity se prépara au deuil qu'elle avait redouté pendant 15 jours. Les habits de deuil qui remontent. Le bonheur qu'elle avait volé maintenant reprendre. Vous fous, dit la douairière enfin, très bas, courageux, honnêtes enfants. Et elle s'assit lentement et pressa l'éventail fermé à ses lèvres exactement comme sa belle-sœur avait pressé son poing contre les siennes dans la lumière des bougies dans le couloir un quart d'heure avant. Et elle commença, non pas à pleurer, bien que ses yeux coulassent, mais à rire sans pouvoir s'en empêcher, silencieusement, une main pressée plate sur les perles à sa poitrine. Votre grâce, vous pensez que je ne savais pas. La douairière leva les yeux, et le rire et les larmes tenaient ensemble dans son visage. Verity, mon fils n'a pas été capable de me mentir depuis qu'il avait 4 ans et a cassé le service de verre bleu et m'a dit qu'un valet l'avait fait pendant que le valet se tenait dans la pièce. J'ai su dans la semaine qu'il n'y avait pas eu 2 mois de cours. Il n'y avait pas de lettres, mon enfant, pas de billets, pas de fleurs, pas de domestique rougissant, aucun des dégâts qu'un jeune homme amoureux laisse partout dans une maison. Je savais qu'il vous avait inventé. Ce que je ne savais pas, sa voix se coinça, ce que je ne pouvais pour ma vie pas comprendre, c'était pourquoi la fille inventée revenait. Pourquoi il allait 3 jours de suite à Clerkenwell.
Pourquoi il vous écrivait à minuit? Oh oui, Banks me dit tout. Il le fait depuis que Tristan portait des culottes courtes. Pourquoi un homme qui invente des fiançailles pour se débarrasser d'une femme passerait 15 jours à se comporter exactement comme un homme qui est tombé dans de vrai et est trop fier et trop effrayé pour le dire même à lui-même? Verity se tint très immobile. Il ne l'a pas fait. Il a posé pour un portrait. La douairière se leva à nouveau et prit la main noircie de Verity dans les deux siennes, de la façon dont elle l'avait fait le premier jour. Un homme qui n'a pas tenu un crayon depuis 3 ans, parce que celui qui lui a appris est parti, s'est assis à votre chevalet et vous a laissé le peindre. Savez-vous ce que vous regardiez, vous la fille intelligente qui voit tout le monde sauf vous-même? Vous regardiez le fils de mon mari revenir à la vie à une fenêtre nord. Je n'ai pas pleuré à travers ce salon il y a 3 jours pour un mensonge. Verity, j'ai enterré beaucoup de sottises dans ma vie. Je n'aurais jamais pleuré pour un mensonge. J'ai pleuré parce que pour la première fois depuis qu'il nous a été emportés, j'ai vu mon garçon vu. Et peu m'importait ce que disait le papier concernant une fiancée, parce que la chose elle-même, le regard, le fait d'être regardé, c'était réel. Et je l'ai voulu pour lui plus que j'ai voulu mon propre souffle. Elle pressa fort la main. Donc, vous m'avez dit la vérité. Maintenant je vais vous en dire une. La question n'a jamais été de savoir si les fiançailles étaient vraies. La question, ma chérie, est seulement de savoir si vous allez les rendre telles. Et ce n'est pas à moi de répondre, ni à lui. C'est à vous. La porte s'ouvrit. Comme c'est touchant, dit Lady Augusta. Elle se tenait dans l'encadrement de porte dans sa soie violet noir, la plume bouclée, l'attar de rose passé. Et derrière le visage dur et brillant Verity pouvait encore voir, comme un glacis sous un glacis, la femme qui avait pressé son poing contre sa bouche au-dessus d'une miniature d'ivoire un quart d'heure avant. Augusta entra sans se presser, et posa sur la petite table près de la porte avec 2 doigts un papier plié que Verity reconnut aussitôt pour ce qu'il était, une écriture de commerçant, une signature, le livre de compte du coloriste transformé en arme. « Je suis venu vous chercher toutes les deux, dit Augusta. La salle est pleine. Ma sœur doit faire son annonce. Et j'ai ici, un doigt ganté toucha le papier plié, la parole jurée d'un certain Josiah Tunney, coloriste de Clerkenwell, que la fameuse fiancée du duc d'Elsmer est venue dans cette maison il y a 15 jours pour récupérer 8 guinées pour une miniature et qu'aucun duc n'a jamais une seule fois franchi son seuil. J'avais l'intention, dit-elle, et sa voix était parfaitement posée, et seule Verity, qui avait vu la lumière des bougies, entendit la chose tremblant en dessous, de le lire à voix haute au pied de l'escalier à l'apogée du bal, afin que la chute soit aussi loin et aussi publique et aussi définitive que la hauteur sur laquelle ma sœur insiste à construire. J'ai attendu 15 jours pour cela. C'est, je crois, la chose la plus cruelle que j'ai jamais arrangée, et j'en ai arrangé beaucoup. Augusta. La voix de la douairière était du fer. Soyez tranquille, Honoria. Je n'ai pas fini. Augusta ne regarda pas sa belle-sœur. Elle regarda Verity et la soie ambre et le noir sous les ongles de la main que la douairière tenait encore. Lisez la ligne, mademoiselle Crowe. La ligne du haut. Je voudrais que vous la lisiez avant de décider ce que vous pensez de moi. Verity lâcha la main de la douairière et traversa jusqu'à la table et prit le papier plié et l'ouvrit. L'écriture du coloriste, vraiment, mais la ligne du haut n'était pas celle du coloriste. Elle était écrite à travers le haut de la page dans une écriture différente entièrement, haute et dure, une charge de cavalerie devenue hésitante à la fin, à l'encre fraîche, je retire ceci. Je constate que je ne peux pas l'utiliser. AV. Je l'ai rayé, dit Augusta, et maintenant la stabilité cessa à 1 degré, la largeur d'un poil de pinceau. En dessous, vous verrez que j'ai rayé tout le compte de Tunney 2 fois, afin que personne ne pût le lire après moi. Je me suis rendu à Clerkenwell pour vous ruiner, mon enfant. Je suis rentré après vous avoir regardé debout dans le grenier de votre père avec son or sur votre étagère vous me dire qu'on vous devait encore 8 guinées parce que c'était la seule chose vraie que vous aviez et vous ne la lâcheriez pas même pour vous sauver. Et je n'ai pas pu poser l'image depuis. Son menton se releva. J'ai enterré 2 maris et j'ai survécu à la décennie où mon apparence en valait la peine. Et j'ai fait une étude des menteurs et construit toute ma vie à être plus intelligente que l'amour que je ne pouvais pas avoir. Et puis la fille d'un broyeur de peinture a regardé mon neveu à travers une table de dîner après qu'il l'eut défendu et s'est dit à elle-même, clair comme une somme, ça c'est réel. Je vous ai vu faire. Vous ne cachez pas votre visage aussi bien que vous le pensez. Et j'ai compris que vous aviez trouvé en 11 jours la seule chose que j'ai voulu pendant 30 ans.
Et je ne pouvais pas, en fin de compte, être celle qui mettrait mon talon à travers. Elle recula de la table. Voilà, c'est mon excuse, mademoiselle Crow. Et elle m'a coûté la soirée la plus cruelle que j'ai jamais planifiée et une bonne part de mon opinion de moi-même, que je chérissais. Vous pouvez en faire ce que vous voulez. Verity regarda la page barrée et puis la femme dure, belle, sans défense devant elle, et elle fit la seule chose que personne dans cette maison n'avait jamais faite à Lady Augusta Verhelst. Elle posa le papier doucement comme une chose de valeur, et elle dit, « De qui était la miniature que vous teniez dans l'antichambre ?»« Mon père l'a peinte. » J'ai reconnu sa main à travers la pièce. Augusta pâlit. Et puis, lentement, quelque chose dans son visage se défit qui avait été crispé depuis très longtemps. « Mon premier mari, dit-elle, avant le titre, avant l'arithmétique. » Il riait de la façon dont le père de Tristan riait. « Votre père l'a peint le printemps de notre mariage. Je l'ai porté à travers 2 mariages et 40 ans, et je le sors quand je pense que personne ne m'observe, ce qui n'est pas souvent, car je suis rarement non observé. » Elle eut presque un sourire. « Vous voyez tout, n'est-ce pas? C'est un don dur. Je devrais savoir. Je l'ai aussi. C'est le seul livre que la plupart des gens laissent ouvert, dit Verity doucement, et la porte s'ouvrit une 3e fois, et Tristan Verhelst entra. On ne lui avait rien dit, et il voyait tout. Le visage mouillé de sa mère, celui dénoué de sa tante, Verity dans l'ambre avec la page barrée sous sa main, et l'atmosphère d'une pièce dans laquelle beaucoup venaient de se passer en son absence. Il s'arrêta sur le seuil, sans chapeau, la cravate déjà desserrée par la chaleur du salon, et ses yeux gris allèrent à Verity et y restèrent. « Vous êtes venu, dit-il. Je vous ai écrit de ne pas venir. Vous m'avez écrit hors de ma propre ruine et l'avez signé de votre maison, dit Verity. Je suis venu pour y remettre mon nom. J'ai dit à votre mère la vérité, Tristan, tout. L'évanouissement, le marché, les 3 mois, les 8 guinées, le mensonge que j'ai porté contre ma peau pendant 15 jours. Elle savait déjà. Elle savait en une semaine. Elle n'est pas dans ses habits de deuil, elle rit de nous deux, et votre tante a rayé la seule arme qu'elle avait contre nous et s'est excusée, ce qui, dit-on, n'est pas arrivé dans cette famille de mémoire vivante. Elle prit une respiration. Donc, il ne reste plus aucun mensonge à garder, votre grâce. Tout est sur le sol, ce qui signifie que quoi que l'un de nous dise maintenant, nous le disons en tant que nous-mêmes, sans plus rien à protéger, et je trouve que c'est le seul terrain sur lequel j'ai jamais voulu me tenir avec vous, et j'ai été trop lâche pour le demander. Donc, je demande maintenant. Avez-vous écrit cette lettre pour me sauver ou pour vous débarrasser de moi? Dites-le-moi en tant que Tristan. La maison peut se tenir silencieuse. Il traversa la pièce. Il ne s'arrêta pas à la prudente longueur de bras. Il prit ses 2 mains noircies dans les siennes, le cal pâle comme de la peinture pressant ses jointures, et il dit, bas et constant et entièrement sans charme, pour vous sauver. Seulement jamais pour vous sauver, et je me disais que c'était de l'honneur, et ce n'était pas de l'honneur. C'était que je ne pouvais pas supporter de me tenir dans ce salon et regarder les gens décortiquer la seule personne qui m'ait jamais regardé et vu un homme et non un toit. Je vous aurais donné 800 livres et vous aurais laissé partir et appelé cela de la gentillesse et cela aurait été la chose la plus lâche que j'ai jamais faite. Parce que la vérité, Verity, puisque nous nous tenons enfin dessus, c'est que quelque part dans le grenier de votre père entre le noir de lampe et la lumière sur la chose, j'ai cessé de faire semblant de vous courtiser et je l'ai simplement fait. Et j'étais trop fier et trop effrayé pour le dire même dans ma propre tête. Ses mains se serrèrent. Je ne veux pas 3 mois. Je veux que les feuilles tournent et tournent et tournent. Je veux ne pas savoir quoi faire du silence chaque soir pour le reste de ma vie parce que vous venez de quitter la pièce. Je vous ai inventé pour échapper à ma mère. Et puis vous êtes entré et vous étiez réel. Et vous avez été la seule chose réelle d'une année de papier. Et je vous aime. Voilà. La maison est silencieuse. C'est seulement Tristan qui le dit. Je vous aime. Et je vous demande de rendre le mensonge vrai. Pas pour elle. Pas pour le bal. Pour moi, qui n'a rien de plus à vous offrir qu'une orangerie fissurée et une main qui a oublié de dessiner et un nom que vous avez déjà porté mieux que moi. Les violonciers au loin. Les bougies brûlaient. Verity Crow se tenait dans une pièce avec la vérité partout sur son sol et regardait l'homme qui tenait ses mains abîmées et elle sentit le dernier instinct durement acquis de sa vie attentive se déposer enfin. Il faudra réparer l'orangerie, dit-elle, et sa voix n'était pas stable du tout.
Et elle la laissa ne pas l'être. Et poser pour moi jusqu'à ce que le portrait soit fini car je l'ai laissé à la sous-couche et je ne laisse pas de travail inachevé. C'est la seule chose que mon père ne me pardonnerait pas. Et vous me payerez 8 guinées ouvertement comme un commerçant est payé avant de me donner quoi que ce soit d'autre parce que je ne veux pas commencer une chose vraie sur une dette impayée. Elle prit une respiration. Et puis oui. Oui, Tristan. Je vais rendre cela réel. J'ai voulu le faire depuis que vous avez dit que le noir de lampe et regret était votre couleur favorite et m'avait fait rire dans un grenier où j'avais juré de ne plus rire. Dieu nous aide tous les deux. Il rit, le vrai, court et ruiné et ébahi. Et derrière la douairière pressa son éventail contre sa bouche et pleura sans honte enfin. Et Lady Augusta se tourna vers la froide cheminée et se tint très droite. Et sa main gantée alla une fois à l'endroit sur son cœur où Verity savait maintenant qu'une miniature d'ivoire d'un homme qui riait avait voyagé à travers 40 ans et 2 mariages et une cruauté non dépensée. Eh bien, dit Augusta au marbre dans une voix qui n'était pas tout à fait la sienne. Quelqu'un ferait mieux d'aller dire aux 1000 bougies d'Honoria que l'annonce peut continuer. Il apparaît, contre toute mon arithmétique, que c'est devenu vrai. Ils montèrent ensemble, les 4, dans l'or et la chaleur et le ressac du salon. Et la duchesse douairière d'Elsmer se tint en haut de son grand escalier et cria la fiancée de son fils à voix haute à tout Londres par nom, Mademoiselle Verity Crowe. Et 1000 bougies jetèrent leur lumière à travers le verre dans le noir doux. Et pas une seule âme dans la salle ne sut que le nom avait été un mensonge 11 jours auparavant, ni que la femme en ambre l'avait rendu vrai avec la seule monnaie qu'elle avait jamais possédée en propre, qui était la vérité elle-même, dit enfin dans sa propre voix. Lady Sibyl d'Aundray dansa le premier avec le duc avant qu'il ne fût donné. Mousseline blanche et un visage courageux et aimable. Et Verity vit le moment où la jeune fille comprit qu'elle avait été épargnée d'une chose plutôt que privée de celle-ci. Et vit son sourire devenir réel. Et plus tard Lady Augusta se tint au coude de Verity et posa avec 2 doigts et tout le poids de sa terrible réputation 3 ragots séparés sur Clerkenwell avant qu'ils pussent faire un pas. De sorte que remettre en question Mademoiselle Crowe devint, à la fin de cette soirée, se quereller avec la langue la plus redoutée de Londres. Et personne ne se querella 2 fois avec Augusta. Les feuilles tournèrent finalement, de la façon dont Verity avait eu peur de les laisser faire. Ils se marièrent tranquillement de la chapelle d'Elsmer avant le premier gel. Et les 8 guinées furent payées d'abord, ouvertement, dans sa main noircie avant les arrangements et les perles et les actes de l'orangerie fissurée parce qu'elle avait dit qu'il le fallait, et il avait appris à ne pas discuter sur les choses sur lesquelles elle ne céderait pas. La miniature du feu duc d'Elsmer, le dernier travail de son père terminé à son coude, est accrochée maintenant dans le petit salon où la douairière se repose les pieds. Et à côté d'elle, plus petite, dans un cadre que sa nouvelle fille a choisi, est accrochée la tête d'un jeune homme avec une bouche riante qu'Augusta a porté 40 ans et a finalement offerte à la lumière parce que, dit-elle, une chose aussi vraie ne devrait pas être regardée seulement quand on n'est pas observé. Et par un matin à lumière nord du printemps suivant dans une orangerie dont le verre est fraîchement réparé et le premier verre poussant au carreau, le duc d'Elsmer s'assit très tranquille sur un tabouret en manche de chemise pendant que sa femme broyait un peu de noir sur une plaque, noir de lampe et un souffle d'indigo, la couleur que son père avait nommée, et l'attrapa sur un petit carré d'ivoire, pas le duc et pas la maison, mais la lumière sur l'homme. Tenez-vous tranquille, dit Verity. Vous bougez quand vous êtes ému. Je suis toujours ému, dit Tristan, dans cette pièce particulière par cette femme particulière, et vous n'avez qu'à vous en blâmer. Et c'était si sec et si vrai qu'elle rit avant de pouvoir s'en empêcher. Le rire qu'elle n'avait plus à rationner. Et son pinceau laissa une trace de noir de lampe et regret sur un manteau qu'elle devrait peindre 2 fois maintenant. Et ni l'un ni l'autre n'en fut le moins du monde contrarié. Car le matin était chaud et le verre était réparé et la boîte de velours sur le manteau avait depuis longtemps livré son secret. Et il y avait enfin tout le temps du monde pour avoir exactement la bonne lumière point.